Sud Radio Média, les invités du jour. Et nos invités ce matin avec Gilles Gansman, c'est Adi Walter, réalisateur, et Alexandra de Navassel, qui est nièce et héritière de Pierre de Coubertin. Et vous voyez bien de quoi nous allons parler. Nous allons parler à l'occasion de la soirée Planète Plus sur les JO. Nous allons parler bien sûr olympisme à travers un documentaire, Gilles, sur la vie de Pierre de Coubertin. C'est une grande soirée qui va avoir lieu le 23 juillet avec deux documentaires. Un premier sur Paris 2024, une épopée olympique. Et puis un second documentaire, celui dont on va parler, Pierre de Coubertin, une vie olympique. On n'avait pas déjà tout dit sur Pierre de Coubertin, Adi ? Non, je ne crois pas. On avait beaucoup écrit sur Pierre de Coubertin. Il y a eu de nombreux ouvrages qui lui ont été consacrés, mais ça reste pour le grand public une personnalité peu connue, c'est-à-dire en fait on connaît les JO, mais on sait pas très bien qui les a recréés, puisque c'est une recréation en vérité. Ou les stades qui portent son nom, mais en fond, oui, on sait pas très bien qui c'est. Non, les stades qui portent son nom, quelques rues parfois. Et d'ailleurs c'était intéressant puisqu'on avait fait des micro-trottoirs à un moment comme ça avec des gens très jeunes pour voir s'ils avaient une idée de qui c'était. Et ils avaient absolument pas d'idée. Les réponses qu'on avait c'était souvent le stade il s'appelle Pierre de Coubertin. Mais voilà, c'est un illustre inconnu. Alors c'est un baron issu de la noblesse française, d'une famille très vieille famille, très aristocratique. Voilà. Et puis il va se passionner pour l'olympisme. Expliquez-nous. Oui, alors d'abord il est pédagogue en fait à l'origine. Hein. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux questions de pédagogie et d'éducation en France. Donc au tournant du 20e, enfin l'arrivée dans le 20e siècle va le pousser sur ces questions-là. Il va faire un séjour en Angleterre qui va durablement le marquer, puisqu'il va découvrir le sport en fait en vérité dans les lycées et les universités anglaises, chose qui n'existe pas en France puisque à l'époque de la Troisième République, on fait de la gymnastique. Oui, il y a des images de sport dans votre doc qui démarrent par ça d'ailleurs, où franchement le sport en France, il est très loin de ce qui se fait en Angleterre. Il est inexistant, et donc lui rentre d'Angleterre avec cette idée qu'il faut que le sport fasse partie de l'éducation des jeunes Français, mais pas qu'elle rentre aussi dans nos vies quotidiennes par extension. Parce qu'elle dit que le sport change le mental et le rapport entre les gens, et ça va être un peu la quête de toute sa vie, de faire passer les messages à travers le sport. Il est persuadé que le sport est le vecteur de la paix. Oui, tout à fait. On en parlait tout à l'heure dans les couloirs. Vous aviez dit c'est un utopiste, et c'est exactement le mot qui lui convient. C'est un utopiste. Il a un visionnaire aussi, d'ailleurs. Il sera les deux. Incompris aussi au début. Il aura beaucoup de mal à établir cette idée que le sport peut créer la paix entre les nations et entre les citoyens ou les cultures ou les représentants de différents États. Et donc, ça va être l'œuvre de sa vie que de réaliser cette idée-là par les Jeux Olympiques qu'il va recréer. Faut bien comprendre qu'à l'époque, le sport, la culture physique, c'est un truc soit pour les pompiers, pour les militaires, mais c'est un truc pour les gens bizarres. C'est pas pour chacun d'entre nous, les citoyens. Oui, le sport, en fait, est pratiqué uniquement par l'aristocratie. En Angleterre, il y a une influence, évidemment. En France, il y a une influence de la gentry, donc de l'aristocratie anglaise. Donc, il y a des aristocrates français qui pratiquent le sport, mais ça se cantonne à cette et ça se cantonne uniquement à ces. En plus, c'est en général tourné autour des chevaux, et d'ailleurs Pierre de Coubertin va essayer d'inventer un sport qu'il va appeler l'escrime équestre. Ça c'est pour l'anecdote. Donc c'est de l'escrime à cheval. Évidemment ça ne marchera pas parce que ça coûte très cher déjà pour commencer. Et donc voilà, mais il a effectivement une prédisposition à s'intéresser au sport de par son extraction sociale. On peut demander à Alexandra qui est avec nous au téléphone, quelle image vous avez de Pierre de Coubertin, et comment vous expliquez qu'il n'est pas si connu que ça? Bonjour, merci de m'avoir avec vous aujourd'hui. Écoutez, c'est une bonne question. En fait, les Jeux de Paris, c'est vraiment l'occasion de mettre un peu la lumière sur un personnage qui, vous l'avez bien précisé, est connu pour des choses peut-être un petit peu simplistes ou clichés, mais en fait, en effet, c'était un pédagogue. Je pense que c'est un personnage qui est assez complexe et peut-être un peu avant-gardiste, donc compliqué à expliquer dans un contexte où il pensait peut-être un petit peu trop différemment. Il était finalement très progressiste, mais c'est aussi quelqu'un qui est très influencé par la pensée sociale et les mouvements universalistes de l'époque. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a fait peut-être un petit cocktail de grands courants de pensée. Il s'est approprié
Et donc, c'est un personnage assez riche. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Je serais ravie de vous en dévoiler. Je pense que le documentaire en dévoilera aussi. Et Adil, lui, il croit aux Jeux Olympiques modernes, mais tout le monde va se moquer de lui, en fait. Tout le monde va rire et on voit qu'au début, il n'est pas pris au sérieux et qu'il est pris pour un uluberlu, quoi. Oui, alors il va d'abord essayer de convaincre tout un panel de gens, des institutions, c'est très compliqué de recréer les Jeux Olympiques à la fin du 19e siècle. Donc il va organiser un immense colloque à la Sorbonne. Il va s'adresser à toute une foule de gens qui le comprennent absolument pas. C'est-à-dire l'idée que le sport peut être un vecteur de diplomatie, ça paraît à l'époque complètement absurde. C'est-à-dire c'est véritablement un incompris sur le moment. Il va lui falloir beaucoup d'énergie pour convaincre à l'époque la Grèce d'accueillir les premiers nouveaux Jeux Olympiques en 1896. Alors, Adil Walter, vous nous avez parlé de ce sujet un peu fou, ce projet un peu fou qu'il avait, Pierre de Coubertin, qui était de recréer un sport qui soit de l'escrime équestre, donc à cheval, trop cher, ça n'a pas marché. Mais l'escrime qui aurait pu partir en désuétude, est restée, et notamment grâce à Pierre de Coubertin. Oui. Et vous ouvrez le documentaire à travers une escrimeuse française. Oui, alors Pierre de Coubertin était lui-même un escrimeur. Il a pratiqué l'escrime une grande partie de sa vie. C'était son sport de prédilection et on a voulu rendre à notre manière hommage à cela en faisant de Lorraine Remby, qui est une membre de l'équipe de France d'escrime, d'être elle nous prend par la main et puis elle nous fait voyager dans la vie de Coubertin. De sa naissance à sa mort, et donc on est retourné sur tous les lieux emblématiques de la vie et de la carrière de Coubertin. Il y a ce stade incroyable en Grèce où tout est en marbre, en fait. C'est le seul. Oui, c'est le seul stade au monde entièrement en marbre. Ok, il fait combien en longueur? Enfin, alors je ne veux plus vous dire hein. de bêtises, mais c'est gigantesque. On a tourné là-bas, c'est absolument faramineux. Enfin, je veux dire, c'est une construction vraiment qu'il faut voir une fois dans sa vie. Il aura d'ailleurs son siège sur lequel sera gravé en grec Pierre de Coubertin, Petros Coubertin. Alexandra, moi je voulais savoir, puisque Pierre de Coubertin n'a pas eu d'enfant, ça veut dire quoi être héritière de Pierre de Coubertin? Alors c'est une bonne question. Alors en fait, il n'a pas eu d'enfant, mais il a été très proche de sa sœur parce qu'en fait, tous les hommes Coubertin après la Première Guerre mondiale sont essentiellement morts de guerre ou de blessures, et dont le mari de sa sœur. Donc en fait, il était un peu le père protecteur de ses enfants, le garant de sa sœur, puisque à l'époque les femmes n'avaient pas de compte bancaire, elles étaient vraiment des personnes relativement limitées en termes de droits. Et donc tout ça pour vous dire qu'il a beaucoup infusé dans ma famille, donc la famille de sa sœur, ses valeurs, son esprit. Et il a notamment demandé à un neveu, donc quand il s'est retiré en 1925 du CIO, de rester très impliqué, d'être garant de sa mémoire. Et donc, on est tous descendants de cette branche et on a gardé un peu ce rôle, ce qui était son souhait, de rester impliqué. Mais par exemple, est-ce que, parce on le dira après avec Adi, il va être viré quand même du CIO, Coubertin et autres. Est-ce que vous êtes invité au JO 2024 ? Alors, il va être viré, c'est intéressant parce que je pense qu'en fait, il y a beaucoup d'interprétations. C'est lui qui a fait son souhait de se retirer en 22 ou 23, pardon. Il avait mentionné au bureau qu'il allait se retirer. Et son dernier souhait, c'était d'avoir les Jeux à Paris en 1924. C'est presque parce qu'il se retirait, il a dit « I have a dying wish », c'est mon dernier souhait. Et donc, c'est ce qui lui a permis d'obtenir les Jeux à Paris en 1924. Donc, le terme « viré », je pense qu'on fait partie un peu de ces choses raccourcies où il y a des choses qui ne sont pas tout à fait basées sur des faits. Mais pour répondre à votre question, en fait, de par ce rôle de ce cousin, ce petit-neveu qui est resté dans la famille, nous avons toujours eu un représentant au CIO. Donc, un membre de la famille, de génération en génération. Et donc, je suis la 4e génération et nous sommes organisés autour d'une association pour être un peu plus épaulés, représentatifs et donner aussi la chance à chaque cousin d'avoir ce rôle. Donc, sacrée responsabilité parce que vous représentez finalement la mémoire de Pierre de Coubertin à travers la famille. C'est un rôle finalement difficile et éminent. C'est un beau rôle. Et alors, donc, je suis la présidente de l'association, ce qui veut dire que j'ai ce rôle au CIO. J'ai aussi le rôle d'être membre de la commission culture et héritage, qui a la même mission que nous, c'est-à-dire de parler des valeurs, de la philosophie olympique, pour s'assurer qu'on ne les réduise pas à des compétitions et à des médailles. Et vous faites du sport vous-même ? Vous faites du sport vous-même ?
J'adore le sport, j'en fais pas comme une athlète, donc je suis très admirative, mais oui, je fais du sport, mais un peu comme une discipline de vie. Est-ce qu'il y aura un hommage à Pierre de Coubertin dans la cérémonie d'ouverture? Est-ce que vous savez ça? Alors, je peux pas me prononcer, mais ce que je peux vous dire, c'est que Thomas Bach est un grand admirateur. Oui, le président du CIO est un grand admirateur et un grand, il a un immense soutien et respect pour Pierre de Coubertin. C'est un personnage avec qui on est très proche. Par exemple, on a fait une exposition sur Pierre de Coubertin, l'héritage et sa vie dans la mairie du 7e, puisque c'était son quartier d'origine. On voulait parler un peu. À Paris, exactement. On voulait parler d'un habitant du quartier, donc on s'est associé avec la mairie du 7e qui nous a très gracieusement accueillis. Donc on a un peu repeint tous les murs avec l'histoire de Pierre de Coubertin. Et Thomas Bach est venu l'inaugurer le 23 juin, donc la journée olympique. Donc c'est vraiment un allié, on fait rien sans lui. Toutes nos initiatives culturelles ou associatives, on s'assure qu'ils nous soutiennent et ils sont avec nous. Donc on a une relation très liée et on est partenaires en fait. Nous on peut pas vivre sans eux et je pense qu'eux ont besoin de cet esprit encore vivant, encore motivé et force de proposition, j'espère, pour aussi parler du personnage de Pierre. Juste, Adi, vous pensez lui qu'il est parti de son plein gré ou pas? Parce que dans votre doc, c'est pas vendu comme ça, hein? Non, alors il y a un vieillissement déjà de Pierre de Coubertin à cette époque qui a installé le CIO à Lausanne après la Première Guerre mondiale. Enfin, c'est les événements plus exactement de la Première Guerre mondiale, qui vont le conduire à installer le CIO en Suisse pendant la Première Guerre mondiale. Et puis après, il va avoir des luttes politiques importantes quand même, puisque c'est en train de devenir à ce moment-là... les gens ont compris. Il y a quelque chose qui va se produire à un moment qui fait qu'on comprend que les Jeux Olympiques vont être un succès pérenne, en fait, et que ça va devenir probablement l'événement sportif le plus important pour toute la planète. Mais donc il y a des enjeux géopolitiques. Il y a des enjeux politiques marketing aussi, très forts, et donc il y aura effectivement à un moment une lutte, mais surtout il y aura aussi la captation de l'héritage Coubertin. Ça va être un véritable enjeu politique. C'est-à-dire, alors c'est dans le documentaire, dans ce film-là, vous le découvrirez, mais c'est vrai qu'il va avoir des tentatives de captation de cet héritage à la fois philosophique et sociétal, voilà, mais à des fins politiques. Et il va y avoir des luttes aussi autour de ça. Et il va mourir dans la misère, hein. Alors il va mourir dans un dénuement extrême. Il faut savoir qu'il a, enfin extrême, n'exagérons rien, mais enfin quand même un véritable dénuement. Il a consacré toute sa vie et toute sa fortune personnelle à l'accomplissement de la restauration des Jeux Olympiques. Il va y couler aussi la fortune personnelle de sa femme, qui vient d'une grande famille d'industriels protestants du reste. Il avait fait un mariage peu conventionnel à l'époque. C'est un personnage qui est assez catholique et protestant, marginal sur certains aspects, mais il avait, je tiens quand même à le dire, il avait une relation avec sa femme de parfaite équité, et non seulement de parfaite équité, mais aussi d'implication, c'est-à-dire sa femme il a pas pillé la fortune de sa femme, c'est-à-dire que son épouse était extrêmement impliquée aussi à ses côtés. Elle s'engageait à ses côtés, en fait. Et ils ont eu une relation qui est assez merveilleuse, d'ailleurs, les deux, l'un avec l'autre, où ils étaient à la fois tendres et respectueux l'un de l'autre, y compris pour un homme de son clan et de sa caste. Alors, ça s'appelle donc Pierre de Coubertin, une vie olympique. Ce sera diffusé donc le 23 juillet sur Planète Plus, et puis c'est disponible sur MyCanal. Mais est-ce qu'on peut revenir sur cette formule? C'est un lieu commun ou pas? L'important, c'est de participer. Dites-nous un mot. Oui, alors il a jamais dit ça. En fait, c'est une phrase qu'il n'a jamais prononcée. Pardon, excusez-moi. Il aura dit autre chose. Il aura dit que ce qui compte, c'est de s'être bien battu. En fait, en vérité, c'est une phrase la phrase est un peu plus compliquée, un peu plus longue. Donc l'important, c'est de participer. C'est devenu le lieu commun qui en est sorti, mais ça trahit pas l'esprit. Non, ça trahit pas l'esprit. Je dirais comme juste une chose sur Pierre de Coubertin, c'est c'était un être extrêmement littéraire. C'est un intellectuel. Il a écrit des dizaines de milliers de pages d'ouvrages qui sont d'ailleurs encore aujourd'hui peu connus et en train seulement d'être découverts et peu traduits. Il y a des gens qui s'occupent de ça, mais c'est quelqu'un qui a un style de son siècle, en fait c'est plutôt un homme du 19e en vérité, qui va s'ouvrir à la modernité avec l'entrée dans le 20e siècle, mais il écrit et il pense plutôt très bien. L'invité média du jour, Adi Walter, pour ce formidable documentaire Pierre de Coubertin, une vie olympique, avec Gilles Gansman. On se retrouve tout de suite après la pause publicitaire. Vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio.
Le supplément média. Avec deux invités ce matin qui se sont joints, Gilles Ganzmann et votre serviteur. Adi Walter, réalisateur de Pierre de Coubertin, Une vie olympique, un documentaire qui va être diffusé le 23 juillet sur Planète Plus. Et Alexandra de Navassel, qui est la nièce, l'héritière de Pierre de Coubertin. Gilles. Alors justement, dans ce documentaire, on va pouvoir parler évidemment avec Alexandra. Il y a eu une campagne récente sur des accusations qui sont récurrentes autour du nazisme et de quelqu'un qui aurait aidé le fascisme de Pierre de Coubertin. Et dans votre documentaire, en fait, vous posez les choses et vous expliquez les choses. Et c'est pas si simple que ça. Non, c'est pas si simple. On s'est entouré aussi d'une équipe d'historiens extrêmement solide. On a travaillé avec des historiens spécialistes de la question, internationaux et français, les meilleurs en fait en vérité. Donc on a essayé un peu de débunker cette histoire-là. On se rend compte qu'en fait Pierre de Coubertin va être effectivement approché à un moment par le moment des Troisième Jeux Reich. Olympiques Bien de sûr, Berlin. il va être directement à un moment où justement il a été mis de côté et sa mémoire est j'allais dire un peu aussi en train de c'est un vieil homme. À cette époque-là, il a. C'est 12 ans plus tard. C'est 36 les Jeux de Berlin. Il a même, je crois, 85 ou 86 ans à ce moment-là. Et donc. Il mourra l'année suivante des Jeux Olympiques, donc il est très diminué, il a eu des crises cardiaques à répétition, il est très pauvre. Les nazis vont lui faire une sorte de pont d'or en lui promettant son nom dans le stade olympique. Et faut savoir que... Mais quel était l'objectif des nazis de l'avoir avec eux c'est-à-dire, justement, les Jeux de 1936 sont une formidable opération de propagande de la part des nazis qui vont tenter de faire croire au monde qu'ils sont des hommes politiques responsables et qui ont les caricatures. Donc ils vont tenter cette opération, ils vont faire une OPA sur Coubertin en lui proposant et de l'argent à l'époque 10 000 Reichsmark qui à l'époque fait beaucoup d'argent ils lui disent on va vous ce qui manque pas de sel si je puis dire, ils vont lui proposer de le proposer ils vont proposer ils lui disent qu'ils vont proposer sa candidature au Nobel de la paix. Donc en fait on le flatte. Il a 2 enfants handicapés qui sont souffrants, qui sont à charge. Alors en revanche, il va céder au chant des sirènes. Ça c'est indéniable. Il va d'ailleurs faire un discours radiophonique où il fera l'éloge des Jeux Olympiques de 1936, de ces fameux Jeux nazis. Oui, il l'enregistrera. Alors il y a 2 faits qui sont très importants à rappeler. Il va à un moment se rendre compte de ce qui se passe. Il aura quand même un éclair de lucidité et il n'ira pas aux Jeux de 1936. Ça, c'est très important de le dire. Je dis ça sous le contrôle d'un historien spécialiste de Coubertin qui s'appelle Jean Dury. On a appris récemment aussi alors évidemment, l'argent sera versé, les 10 000 Reichsmark, mais il ne les touchera pas. C'est-à-dire au sens, il n'ira pas utiliser cet argent. Donc ça, c'est 2 faits importants. Mais alors pourquoi dans votre doc vous rappeler. dites qu'il admire Adolf Hitler? Alors vous dites à un moment il est à un moment effectivement séduit par la personnalité d'Adolf Hitler. Il y a aucun doute là-dessus. Mais j'allais dire malheureusement, il est à l'image d'énormément de personnes de son rang et de sa culture à l'époque qui voient dans le nazisme, bien sûr, mais disons que eux avaient peut-être moins d'excuses au sens où c'était des gens quand même lettrés, c'est-à-dire qui auraient pu étaient censés être cultivés et informés. Voilà. Mais il va être comme beaucoup de gens persuadé que le nazisme est une barrière au bolchevisme. Donc c'est-à-dire à l'époque beaucoup de gens réfléchissent comme ça. Et comme on est dans ce temps d'opération de propagande nazie, il va absolument à un moment adhérer à cette vision-là, dont il va finalement non seulement déchanter, mais se rendre compte qu'il a été manipulé par les nazis. Ça, il le dira, il s'en rendra compte. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça, Alexandra, ce combat-là. Alexandra? Oui, pardon, ça me tient à cœur parce qu'en fait, c'est important de clarifier un petit peu ça fait partie de ces choses qu'on simplifie avec l'histoire. Mais ça me tient à cœur, en fait, pour simplement repenser la personne, surtout parce que c'est tellement non homogène, ça n'a pas du tout de cohérence avec le personnage. Et en fait, quand Adi disait qu'il admirait Hitler, moi, je voudrais juste peut-être mesurer ses propos. Je pense que ce qu'il admirait, c'est l'énergie qu'il avait mis au service des Jeux. Avant 1936, aucune nation n'avait mis autant d'énergie, d'argent, d'attention pour faire des Jeux. En fait, dans l'histoire des Jeux, c'était quand même
une nouvelle, on va dire, dimension qui avait été donnée aux Jeux. On le voit chez Hadi, chez le documentaire de chez Hadi, c'est l'arrivée de la flamme, hein, le parcours de la flamme et la 9e symphonie de Beethoven. La 9e symphonie de Beethoven comme hymne olympique. Tout ça, ça date des Jeux de Berlin. Donc c'est tous ces souhaits, parce qu'en fait il faut imaginer que les Jeux Olympiques, ça a quand même pris toute sa vie pour prendre une ampleur, une échelle. Les derniers Jeux qu'il a vécu, il n'y avait que 44 nations, comparé à 206 aujourd'hui. Il faut quand même voir un petit peu la progression qui devait se faire. Donc en 36, c'était enfin une progression à une échelle qui était telle que oui, il était très admiratif que quelqu'un ait compris la puissance des Jeux, compris combien il fallait y mettre de l'attention. Parce que c'était une réunion planétaire et que c'était une chance pour toutes les nations de jouer ensemble. Par contre, une chose qui est importante, c'est que quand vous lisez, en effet, il a fait des discours et il a même écrit des courriers. Et dans tous ces discours et dans tous ces courriers, il mentionne bien tous les principes de l'olympisme, c'est-à-dire l'égalité entre les nations. Et il mentionne bien aucune race, aucune religion, aucune nation n'est supérieure. Il y a vraiment cette notion d'égalité d'humanité. Donc tous ces propos sont contraires à l'esprit nazi. Donc dire qu'il admirait le nazisme, je pense que c'est pas possible de faire une conclusion aussi simpliste en fait. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est beaucoup plus complexe. Voilà. Oui, d'ailleurs, c'est, enfin, je rebondis sur ce que dit Alexandra. C'est, enfin, d'ailleurs, je disais clairement qu'il n'était pas. Enfin, je répondais à votre question. Ça, je disais pas qu'il était admirateur de Hitler, mais je disais qu'il était admirateur. Non, dans le documentaire. Oui, on dit qu'il était admirateur de la. Enfin, on explique qu'il a à un moment adhéré à la vision que proposait Hitler des Jeux, et que par ailleurs il y a vu un rempart contre le bolchevisme. Ça, c'est du côté politique, voilà. Attention, de la chose. Je l'ai regardé votre oui, bien sûr. Non, mais je vois bien. Mais donc c'est vrai on a essayé d'être très précautionneux sur ce sujet et de faire la part de vérité sur cette part d'ombre. Et encore une fois, il faut rappeler qu'il se rendra compte à un moment de qui sont les nazis et de ce qu'ils ont essayé de lui faire en le manipulant. Ça il va s'en rendre compte clairement. Je rappelle aussi quand même une chose importante sur de Coubertin qu'on met à jour dans le film, c'est qu'il a été en privé et contre l'opinion de sa famille et en particulier de ses frères qui étaient des royalistes ultra-catholiques du parti monarchiste. Il aura été Dreyfusard quand même. En privé, il aura des... Oui, ce qui positionne tout de suite, c'est Jaurès, c'est Péguy, c'est la gauche. Il aura été en privé un Dreyfusard qui croit à l'indépendance du capitaine Dreyfus. Alors Alexandra, il est où cet argent de la Wehrmacht ? C'est une bonne question. Il est resté sur un compte bancaire et comme vous l'avez dit, il y est toujours. Pierre de Coubertin. Alors, on devrait faire des recherches. En fait, c'était à travers une bourse en fait, comme il était ruiné à la fin de sa vie, donc il était en Suisse, il était généreusement logé par la ville de Paris qui avait mis en place une forme de bourse, une pension. Et donc, c'était dans cette pension. Et quand il est mort, je pense que c'est revenu à la ville de Lausanne. Question à la fois à Alexandra de Navassel, qui est la nièce de Pierre de Coubertin, et à vous, Hadi Walter, le réalisateur de ce documentaire, Pierre de Coubertin, une vie olympique. En une phrase, tous les deux, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de l'esprit de la démarche Coubertin ? Alexandra ? Pour moi, l'esprit vraiment dominant, c'est cette notion d'universalisme sur des valeurs du sport. Donc, vous en avez un petit peu parlé, des valeurs du sport. Pourquoi il y croyait ? Parce qu'en fait, c'est une langue qui n'a pas de barrière, qui n'a pas de religion. Et il n'est pas trahi par les Jeux actuels. C'est partagé encore aujourd'hui à vos yeux. Ah oui, moi je pense que l'esprit olympique, c'est-à-dire ce rassemblement autour de ces valeurs, c'est-à-dire l'excellence, le respect et l'amitié, qui sont les valeurs olympiques, il est vraiment réel. On va le vivre cet été. Si vous parlez des athlètes, ils vous raconteront vraiment leur expérience, leur vécu. L'excellence, c'est-à-dire ce dépassement de soi, cette recherche de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est quelque chose qui est très réel chez eux, absolument. Hadi Walter. Ce qui reste de Pierre de Coubertin, ce sont les Jeux Olympiques. C'est-à-dire, en fait, en vérité, le plus grand événement sportif planétaire. Et donc, il aura été ce visionnaire qui participe d'un certain génie français de l'époque, puisque c'est aussi une époque où il y a la création d'idées comme ça qui viennent de France, un peu héritées des Lumières aussi d'une certaine manière, mais il y aura comme ça plusieurs qui se veulent universalistes. Et qui se veulent voilà, on parlait d'universalisme, mais s'il faut retenir une chose, c'est les JO, dont je dirais quand même qu'ils ont été un accélérateur de modernité. On a dépeint parfois cet homme comme étant un conservateur misogyne, mais c'est les JO qui donneront finalement la parité. Le sport va jouer un rôle, les Jeux Olympiques vont jouer un rôle extraordinairement important dans l'arrivée des femmes, j'allais dire, dans la société. Sur la place publique, en fait. Voilà, et on aura en 2024, pour la première fois, une parité totale dans ces Jeux Olympiques. Il a ouvert d'une certaine manière la boîte de Pandore.
Et pour voir ce documentaire, vous allez sur Planète, Thierry, et vous apprendrez 2 choses dont on n'a pas eu le temps de parler parce que le doc est riche. C'est l'histoire de la trêve olympique. Vous allez apprendre plein de choses et vous découvrirez où est le cœur de Pierre de Coubertin, car son cœur a été mis quelque part. Je vous laisse regarder le doc. Le documentaire, ça s'appelle Pierre de Coubertin, une vie olympique, et c'est le 23 juillet à 20h55 sur Plan+. Vous êtes sur Sud Radio.